Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Je suis très 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 heureux ce soir de voir qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour ce webinaire et je suis très heureux d'accueillir Aurélie Anderlin et Sylvie W. Bénichou. Je ne me permets pas d'écorcher ton nom de famille, je ne sais pas comment il se prononce. Donc je vais vous laisser la parole très rapidement. Vous avez répondu présente pour ce webinaire, pour notamment présenter la sortie de votre ouvrage En classe avec les enfants neuroatypiques, qui est paru la semaine dernière chez Debuck Supérieur, et pour échanger sur l'accompagnement en classe des élèves qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Donc tout d'abord, bonsoir Aurélie, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Merci d'être présente. Je vais prendre un tout petit temps pour vous présenter, puis vous allez compléter. Je n'ai pas toutes les informations. Je commence avec Aurélie, parce qu'Aurélie, tu es en haut de mon écran. Sylvie, tu es en bas de mon écran. Et donc, Aurélie, tu es enseignante en primaire, en classe de CE2, CM1, et tu es également orthopédagogue formée à l'École française d'orthopédagogie, et tu as fondé Jardin de potentiel, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Je vais détailler un tout petit peu plus. Du coup, moi, je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé de la maternelle jusqu'au CM2 à peu près. Et il y a, on va dire, 4 ans, j'ai décidé de reprendre mes études parce que j'avais besoin de creuser certains sujets par rapport à ma vie personnelle et par rapport à aussi ce qu'on peut vivre en classe. Et donc, je me suis inscrite à l'école d'orthopédagogie de Lyon. Ça a duré à peu près 2 ans, cette formation, mais par petite période de quelques jours par mois. Et puis, j'ai été certifiée. C'est là que j'ai rencontré Sylvie, d'ailleurs. On a tout de suite bien accroché. Et par la suite, j'ai ouvert donc ma structure, comme tu l'as dit, et je travaille dans une maison de santé. Donc, j'ai un cabinet d'orthopédagogie au sein d'une maison de santé. Et je reçois de nombreux apprenants, pardon, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est très riche et très diversifié. Et je suis également membre du pôle ressources éducation nationale pour mon inspectrice. Et je suis aussi membre de l'Union des orthopédagogues de France. Voilà, c'est tout pour moi. Et avec ça, tu as le temps de dormir, du coup. Un petit peu. Pas beaucoup, mais je dors. Bon, merci beaucoup pour le complément. Et toi, tu es enseignante depuis de nombreuses années, puisque j'ai vu que tu avais été directrice d'une école pendant 15 ans, c'est ça? Tu es aujourd'hui conseillère pédagogique, tu es formatrice académique auprès d'une EFAC, d'une EAFC, EFAC, établissement de formation académique de la formation EAFC, établissement académique de formation continue. Tu es orthopédagogue. Oui. Vas-y, pardon. L'EAFC, c'est l'école académique de la formation continue, en fait. D'accord. Donc, tu es formatrice dans quelle académie? Nice. Ok, donc sur l'Académie de Nice, et tu es également orthopédagogue et tu es membre de l'UOF. C'est ça, je suis vice-présidente de l'Union des orthopédagogues de France, tout à fait. Et pour compléter, j'ai aussi créé ma structure cette année, donc un cerveau des apprentissages. Et j'ai passé, il y a l'année dernière, le diplôme interuniversitaire parcours de santé des enfants avec TSLA à l'université d'Aix-Marseille et l'université Côte d'Azur. Super, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai oublié que tu avais passé un diplôme universitaire également, qui te permet aussi d'avoir une reconnaissance. Et tu travailles, tu t'engages d'autant plus aujourd'hui dans l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques, puisque tu as des nouvelles missions qui te sont confiées dans ton académie, si j'ai bien compris. Tout à fait, j'ai un poste vraiment qui a été créé par mon inspecteur par rapport à ma certification en orthopédagogie. C'est vraiment ce qu'il voulait dans la circonscription. Il voulait vraiment un conseiller qui soit spécialisé pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est ce que je fais à peu près dans 50% de mon temps à la circo. On appelle ça une circo, une circonscription d'école. Et puis là, tout récemment, j'ai une nouvelle mission de référent école inclusive aussi qui m'a été confiée la semaine dernière. Voilà. Super, donc félicitations, ça c'est incroyable. Moi, je suis très impressionné par votre parcours, toutes les deux, par l'énergie que vous investissez dans l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques et des enseignants d'ailleurs, qui les accompagnent au quotidien. J'ai présenté votre ouvrage en partage d'écran parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Il est sorti la semaine dernière. Ça faisait quelques mois moi, que je le guettais, que je l'attendais. Je l'ai acheté tout de suite à sa sortie. J'ai fait le choix du format numérique parce qu'aujourd'hui, il vient servir mes formations. Ça fait déjà quelques semaines
que je mettais en avant dans les formations auprès des enseignants et auprès de différents praticiens professionnels. Et là, vraiment, depuis une semaine que j'ai mis le nez dedans, j'utilise déjà des apports du livre pour, on va dire, augmenter mes formations. D'ailleurs, il y a des personnes ici qui ont participé à certaines de mes formations en live, en webinaire ou bien en asynchrone. J'avais l'habitude de dire avant que les meilleures ressources pour l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques en France, elles étaient en Belgique. Parce que j'utilisais généralement les documents d'accompagnement pour je ne sais plus comment ça s'appelle, comment ils appellent ça, je sais plus, les documents d'accompagnement, c'est un nom spécifique pour les aménagements raisonnables de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir me baser un peu plus sur votre livre, qui est quand même une ressource assez incroyable. Donc, je mets ici. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu échanger sur la genèse de ce livre et puis sur le contenu, parce que je pense que les personnes sont très curieuses. Ça m'intéresse de voir peut-être dans le forum, dans le chat, de voir s'il y a des personnes qui l'ont déjà acheté et qui ont commencé la lecture ou qui ont commencé à s'en saisir. Donc, n'hésitez pas à le mettre si c'est dans vos projets ou bien si vous l'avez déjà acheté, que vous avez commencé à le lire. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur l'histoire de ce livre? Déjà, comment vous vous êtes rencontrés autour de ce livre? Parce que c'est une écriture à 4 mains et c'est chose qui est assez rare. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot par rapport à ça, toutes les deux? Tu veux que je prenne la parole, Sylvie? Vas-y. Ok. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on s'est rencontrés à l'école d'orthopédagogie et on s'est tout de suite, on a tout de suite bien accroché. Ensuite, on s'est retrouvés plusieurs fois, toutes les deux, notamment pour le colloque de l'Union des orthopédagogues de France en 2023, où là, on a commencé à comprendre qu'on accrochait vraiment bien. Et puis, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, j'ai été contactée par Debout Supérieur, par Amaury Desrands, qui cherchait à faire écrire un livre sur les neuroatypies dans l'éducation nationale, enfin, du moins dans les classes. Et en fait, je me suis pas du tout sentie de l'écrire toute seule parce que je me suis dit que c'était vraiment un gros chapitre, un gros dossier qu'il fallait absolument que ce soit irréprochable, notamment pour nos collègues. Donc, j'ai tout naturellement demandé de l'aide à une amie. Et je pouvais pas choisir mieux que Sylvie parce qu'elle est tellement pointilleuse et tellement voilà, son poste de conseillère pédagogique et le fait qu'elle ait fait le DU sur les enfants avec troubles des apprentissages, voilà, c'était vraiment la personne la plus à même de m'aider dans cette mission. Voilà, pour ma part. Je ne sais pas si Sylvie, tu souhaites compléter. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je me souviens très bien de nos premiers échanges à Nice. Alors, c'était pas au moment du colloque, mais c'était au niveau de la journée du neurodéveloppement de Jérôme Bianchi. Exact. Au CUM de Nice, où Aurélie était descendue également pour y assister. Et on avait passé une bonne partie de la nuit déjà à commencer à faire un sommaire brouillon, on va dire, qu'attendait l'éditeur assez rapidement pour le présenter à sa direction, on va dire, pour valider le livre qu'il nous demandait, en fait. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est ce qu'on a échangé tout à l'heure avec Aurélie par téléphone. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est une demande de l'éditeur. Ce qui veut dire que ce n'est pas vous qui avez proposé un manuscrit en disant on veut écrire un livre sur le besoin du terrain. C'est vraiment l'éditeur qui a recensé un besoin auprès d'une population. C'est assez rare parce que si l'éditeur fait le pari de venir débaucher des écrivaines, des autrices sur un contenu, c'est qu'il sait que derrière, il y a déjà une cible. Donc ça, c'est assez incroyable. Moi, pour le coup, je l'ai lu. J'ai même expliqué, je me suis acheté une liseuse électronique pour pouvoir le continuer et pour pouvoir le lire entièrement. Il y a plein de choses que j'ai réussi encore à découvrir et pour ça, je vous remercie énormément. Je vais essayer de ne pas trop spoiler le contenu du livre, même s'il n'y a pas de fin, mais j'essaie de ne pas dévoiler tout le contenu. Par contre, il y a des choses qui sont quand même assez incroyables. C'est que dedans, vous avez une préface de Fabrice Pastor, ce qui n'est pas rien. Et vous avez aussi rassemblé des personnes comme Sébastien Henrard, Nicolas Gauvry. Vous avez des références qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que c'est un travail que vous avez fait aussi en allant chercher des ressources extérieures auprès de professionnels de votre réseau?
Tout à fait, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors là, on a vraiment fait une liste. Enfin, ça nous est venu, je crois aussi, assez rapidement, non, cette idée il me semble, hein, de rassembler notre réseau autour de nous quasiment pour chaque chapitre, hein, je crois, et pour leur C'est proposer ça. un paragraphe. Alors, il y a pas mal de mes profs de mon DU et puis après tout le réseau que beaucoup de monde connaissent par les réseaux, justement. Et la grande surprise qu'on a eue quand on s'est vu travailler ensemble, c'est que je crois que 90% des personnes qu'on a contactées nous ont dit oui dans l'heure où Ah ouais. on a contacté. C'était extraordinaire. C'est génial parce que ça montre vraiment que c'est un projet fédérateur. Autant on est habitué à avoir des livres, on va dire, sur les besoins spécifiques. Je pense à la collection Tom Pouce, par exemple, 100 idées pour, mais ces livres ne sont pas directement applicables à la classe. On a généralement des livres qui vont toucher des praticiens en psychopédagogie, en orthopédagogie, en neuropsychologie, en orthophonie. Vous avez coécrit un livre pour la classe où vous avez apporté des savoirs de différents praticiens en neuropsychologie, etc. Et là, pour le coup, on a vraiment un livre qui est destiné aux enseignants, pour la pratique pédagogique. Si je reviens sur les auteurs, moi, mon coup de cœur, je le dis quand même, c'est le développeur de Matador, que vous interviewez à un moment, Ah et qui oui. partage ses ressources. Eh oui. Matador, c'est un jeu que j'adore, notamment dans sa version numérique, que j'utilise depuis des années, mais j'ai adoré avoir les explications de... Donc j'ai oublié le nom de la personne qui est derrière, mais de l'auteur de Éric Matador. Trouillot. Voilà. Cette partie-là, elle est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le livre, le choix que vous avez fait dans les parties, dans le sommaire du livre, de la rédaction? Je ne sais pas trop si j'ai le droit de publier des éléments du livre, comme c'est... Si, Je peux mettre deux, trois choses. il y a pas mal de choses qui sont sur le site de la FNAC. Il y a des petites choses. Il y a le sommaire et l'introduction, je crois, peut-être pas la préface, mais l'avant-propos, on les trouve sur certains sites, donc il n'y a pas de souci, Anthony. Ok, donc du coup, le temps que je trouve un petit sommaire pour l'afficher pour les personnes, est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu la structure du livre et pourquoi vous avez Bien fait ces sûr. choix? Dans un premier temps, en fait, avec Sylvie, on s'est posé des milliards de questions parce qu'on avait vraiment énormément de choses à dire de par tous les apprentissages qu'on avait eus ces dernières années. Et ça a été dur de construire une trame qui soit lisible et compréhensible par tous. Et au départ, il me semble, Sylvie, qu'on ne voulait pas fonctionner par trouble. Au départ, on avait trouvé une autre structure, mais c'était beaucoup trop compliqué à mettre en place, me semble-t-il. Et on a changé notre fusil d'épaule, je dirais, il y a 6 mois ou 8 mois. Et finalement, on a poursuivi en créant un chapitre par troupe parce qu'on s'est dit que ce serait beaucoup plus compréhensible par tous. Et on a vraiment eu le souci de garder la même structure pour chaque trouble pour que les gens puissent s'y référer le plus simplement possible. Et on aurait vraiment aimé que ce soit beaucoup plus visuel que ça, notamment Sylvie. On avait fait des milliards de cartes mentales, on avait fait des schémas, on avait fait des choses très colorées. Et ensuite, on nous a dit non, vous aurez que 2 couleurs. Donc, on s'est un peu restreinte. Et puis, il aurait fallu un livre de 400 pages. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visuels qui sont passés à la trappe. Mais en tout cas, voilà, on avait envie que ce soit pratico-pratique et que les gens puissent s'y retrouver le plus facilement possible. Vous avez fait le choix de ne pas avoir qu'une entrée par les troubles parce que vous avez aussi mis les enfants neuroatypiques et vous mettez dedans le haut potentiel intellectuel. Alors, ça peut être une curiosité parce qu'on entend tout le temps rabâcher attention, le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement. Et vous avez fait le choix de ne pas écrire en classe avec les élèves avec des troubles du neurodéveloppement, mais avec les élèves neuroatypiques. Pourquoi vous avez fait le choix de mettre les hauts potentiels intellectuels de l'englober dans les besoins spécifiques? Pourquoi? Je te laisse la main, Sylvie. Alors, comme je l'ai expliqué récemment dans un interview que vous retrouverez avec Raph, en fait, si on parle de neuroatypie, c'est vrai que le haut potentiel intellectuel, qui n'est pas un trouble, qui est plutôt tout à fait protecteur, on va dire, en termes de statistiques, hein, tout simplement, c'est une neuroatypie parce que au niveau quantitatif, il y a 2,3% de la population qui présente cette particularité. Ça, c'est un fait.
Et puis autre chose, c'est parce que de par notre expérience en tant que enseignant surtout, et en tant que formatrice également, je m'aperçois que très peu d'enseignants comprennent exactement comment il faut agir avec un enfant éventuellement qui aurait un bilan de HPI dans leur classe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis si les parents viennent pour dire oui, non, mais il a des problèmes parce qu'il est HPI, là, il faut aussi savoir comment répondre et comment aider ses parents à se tourner peut-être vers autre chose que le HPI de leur enfant qui, comme je viens de le dire, est protecteur et qui cache peut-être vraiment un trouble, pour le coup, un trouble neurodéveloppemental qui a été compensé par l'enfant depuis des années. Donc, il nous semblait opportun de faire un chapitre sur le HPI. Et le titre, parce que en fait, quand on a écrit le livre, le mot neuroatypique est sorti comme par hasard dans le Larousse, je crois, l'année dernière, en septembre-octobre. Donc, ça nous a paru opportun de choisir ce terme-là. Génial. Bon, la réponse est précise, elle est claire. D'ailleurs, vous ne mettez pas que le potentiel intellectuel, vous avez aussi des zooms, vous appelez ça des focus ou des zooms dans votre livre, sur le TOP, par exemple, le trouble oppositionnel avec provocation, sur les troubles neurovisuels. C'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de ne pas rester sur l'approche classique TND, mais vraiment aussi de pouvoir mettre des focus sur les comorbidités. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, j'ai mis une page. Ce que j'apprécie beaucoup, et ce que tout à l'heure tu disais Aurélie et Sylvie, tu reprenais, c'est que vous n'avez pas eu le choix de mettre autant de figures que vous appréciez, enfin que vous auriez aimé. Pourtant, la lecture est vraiment ponctuée de ce type de schéma et de carte mentale. Et une chose qui est vraiment hyper appréciable, d'autant plus dans la version numérique, c'est que quand on navigue sur le livre, il y a des liens cliquables qui nous amènent sur du contenu expansé, un peu étendu. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que à mon avis, enfin, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, ce livre, il va faire partie des guides de formation, que ce soit des guides de formation académiques ou bien des structures, des formateurs qui accompagnent les enseignants autour des troubles du neurodéveloppement et des besoins spécifiques. Et en tant qu'outil, c'est vraiment super de pouvoir cliquer et directement ouvrir des fiches, des cartes mentales qui viennent augmenter le contenu. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, on voit que vous êtes à l'ère du temps parce que vous avez utilisé des outils d'intelligence artificielle je pense, pour venir donner des synthèses très complètes et très visuelles de ce que vous présentiez. Allez-y, si vous voulez rebondir, pardon. C'était très complet. Ouais. Je voulais juste quand on présente le livre, que ce livre, il s'inscrit vraiment dans la stratégie nationale hein, pour les personnes qui sont présentes à ce webinaire. Il faut savoir qu'il y a une stratégie nationale qui a été décidée par le gouvernement à propos des troubles du neurodéveloppement. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que l'éditeur est venu nous chercher. Hein. Il y a pas, je pense qu'il est bien au courant de ça et qu'il y avait vraiment un besoin de formation des enseignants. Et donc, ce livre est aussi une réponse à cette stratégie nationale pour faire connaître au grand public et aux enseignants, mais pas que, aux parents concernés également, ces troubles du neurodéveloppement et comment mieux les comprendre. C'est hyper intéressant et en plus je rebondis parce que j'étais en train de passer les pages en même temps. Moi ce que je trouve génial, les personnes vont croire que j'ai des royalties dans votre livre. Je ne gagne pas de royalties. Mais si je vous ai invité à faire ce webinaire, c'est que j'ai vraiment beaucoup apprécié le travail que vous avez fait. Il y a deux choses. Déjà, il y a l'encart, à chaque fois, vous avez l'apport des sciences cognitives et de la neuroéducation. Et ça, c'est hyper appréciable, d'une part parce que c'est quand même un centre d'intérêt que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, ça permet d'avoir un focus sur l'apport des sciences cognitives pour accompagner les troubles du neurodéveloppement, parce que généralement, on pourrait s'arrêter à dire les sciences cognitives, ça permet de comprendre. C'est bien. Mais en fait, une fois qu'on a compris en tant qu'enseignant et même en tant qu'élève, qu'on a fait de la psychoéducation, ça ne résout pas la difficulté. Ça ne vient pas aider l'élève à faire autrement. Vous avez mis en place des encarts pour accompagner. Dans chaque chapitre, vous avez déjà mis des premiers éléments d'adaptation et d'accompagnement. Et ensuite, on y reviendra après, vous avez un chapitre spécifique sur le LPI, le livret du parcours inclusif, et comment le remplir avec un tableau de malade. Vous avez fait un tableau, j'y reviendrai après, qui est incroyable. Donc ça, c'est super appréciable. Et l'autre chose que j'adore, et là c'est mon côté un petit peu pointilleux et peut-être trop, c'est que quand ça fait 10 ans qu'on est sur le domaine des besoins spécifiques, on a beaucoup lu. On a beaucoup lu, on s'est beaucoup formé.
et on commence à avoir des lectures qui sont parfois trop superficielles. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça sans paraître hautain, mais à un moment donné, quand on va creuser le sujet de fond en comble, ça paraît trop en surface. Vous avez réussi à trouver un mix entre un livre qui est disponible et accessible pour des enseignants en début de carrière, ou bien même en formation initiale, mais vous avez à chaque fois ponctué par des ressources. Je pense qu'il n'y a pas un chapitre, vous n'avez pas mis des articles scientifiques, des ressources, des personnes dans la recherche. Enfin, vous n'avez pas de pied dans la recherche aujourd'hui? Non. Non, mais moi, je suis assez attentive à une veille scientifique de par ma fonction de formatrice. Je suis obligée de… Certains enseignants sont très pointilleux, ils ne veulent pas forcément entendre tout et n'importe quoi, et ils ont bien raison. Donc, je suis obligée, lors de mes formations, d'avoir cette veille scientifique toujours en arrière-plan, et donc de donner des études ou des méta-analyses voilà, qui accompagnent mes formations. Et ça fait que c'est du livre qui est pas forcément un livre écrit comme ça. On t'entend très mal, Anthony. Ah, Ouais. ça va mieux? Non, dans un tunnel. On m'aurait entendu ou pas? Non, c'est pas mieux. Ouais, c'est mieux, si. Ah mince, il n'y a plus d'Anthony. J'ai rechangé de réseau. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, ouais, c'est bon. Super. J'ai rechangé de réseau, c'est peut-être le saut de réseau. Donc oui, ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être écrit pour un public qui commence le métier d'enseignant et qui du coup va avoir une approche sans trop se soucier des sources que vous mettez. Mais si on a déjà lu depuis de nombreuses années, vous avez à chaque fois une bibliographie qui permet d'aller beaucoup plus loin. J'ai une pile de livres à lire qui est énorme depuis des années. Si je prends chacune des ressources de vos chapitres, c'est plus une pile, c'est un château fort en fait de livres à lire. Donc, ça, c'est incroyable. Est-ce que, du coup, Merci, Sylvie. j'ai quand même vous laisser la parole. Il y a 2 chapitres qui sortent du lot parce que je pense qu'il y a 60% du livre, c'est le fait de l'avoir lu sur tablette numérique qui me donne des points de repère. Il y a 50 à 60% du livre qui cible les besoins, l'accompagnement en classe à partir d'une particularité. C'est-à-dire vous avez les troubles du neurodéveloppement et ensuite vous avez le haut potentiel intellectuel et les zooms. Les 40 à 50% restants, vous avez un chapitre sur la présentation de l'orthopédagogie et vous avez ensuite un chapitre sur la présentation du LPI, donc du livret de parcours inclusif, et sur la mise en place des adaptations en classe. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'orthopédagogie? Parce que vous connaissez, mais pour le coup, aujourd'hui encore en formation, je pensais que ça commençait à être vraiment très connu, mais en fait non, c'est un biais de recrutement. Autour de moi, il n'y a que des orthopédagogues. Quand on en parle dans le grand public, et ce soir, il y a 150 personnes qui sont inscrites, il y en aura encore plus en replay, puisque les personnes souhaitaient s'inscrire aujourd'hui, mais j'avais fermé les inscriptions. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement des centaines de personnes qui vont découvrir le métier qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous pourriez l'expliquer et puis le mettre en avant? Parce que je pense que ça le mérite. Sylvie, je te laisse la parole en tant que vice-présidente du OF. Vas-y. Alors, l'orthopédagogie, c'est un métier qui est arrivé en France il y a 10 ans, mais qui est depuis une soixantaine d'années bien présent même au Canada. Il est aussi présent en Belgique, au Brésil, au Liban, voilà. C'est en fait un métier ce sont on va dire, des spécialistes de l'apprendre à apprendre. J'aime bien dire que nos 2 piliers en tant qu'orthopédagogue, c'est vraiment les sciences de l'éducation et les sciences cognitives. Donc, on a à la fois, donc on connaît bien entendu tous les programmes, que ce soit les programmes, on va dire, du premier degré ou du second degré, puisqu'on peut avoir des apprenants de la maternelle, y compris des étudiants et voire même des personnes en reconversion. Et puis, on a tout ce pan de sciences cognitives avec tout ce qui est neuroéducation et ce qui comprend évidemment les fonctions exécutives dont on entend un petit peu plus parler maintenant à l'école et qui pourtant sont un des facteurs, on va dire, qui peut déterminer la réussite et le bien-être de toute une vie.
On a aussi tout le côté gestion mentale de notre travail qu'on va faire avec la personne avec qui on va prendre en charge ses besoins en orthopédagogie. Tout ce qui est gestion mentale, c'est en fait, moi j'aime bien prendre une image comme un sportif. On va pouvoir décomposer, par exemple au basket, son geste pour qu'il puisse travailler et mieux faire son travail de basketteur. Bien, nous, en tant qu'orthopédagogue, on va décomposer les gestes mentaux qu'il faut pour apprendre, donc que ce soit le geste d'attention, le geste de mémorisation, le geste de compréhension, etc. Et donc, il y a tout un dialogue orthopédagogique qu'on apprend à faire dans notre école pour pouvoir mieux comprendre les processus cognitifs de l'apprenant, pour que lui aussi, puisse en prendre conscience. On se rapproche vraiment de la métacognition et pouvoir l'aider à avoir de meilleurs processus pour qu'il puisse mieux apprendre, mieux mémoriser, mieux comprendre tout ce qu'il a par rapport à sa plainte initiale lorsqu'il vient nous voir. Et d'ailleurs, l'orthopédagogue n'intervient pas forcément pour des personnes avec des troubles. On intervient pour toutes sortes d'apprenants. Mais comme nous sommes aussi formés pour le repérage des troubles neurodéveloppementaux, on a ce devoir ensuite d'orienter les personnes vers tous nos collègues du médical et du paramédical, eux peuvent prendre en charge plus spécifiquement les troubles si on a un repérage qui nous semble opportun, on va dire. Donc, il y a aussi tout ce travail de communication et de lien entre les parents, évidemment, tous les personnels médicaux et paramédicaux, dont on parle d'ailleurs dans le dernier chapitre du livre, et puis évidemment l'école. On est un peu le maillon entre l'école et tout ce qui est médical et paramédical. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est génial, c'est hyper. Alors, je vois qu'il y a des questions, on la reprendra après. Il y a des questions très intéressantes, notamment la différence entre l'orthopédagogue et l'enseignant spécialisé. Mais moi, j'ai envie qu'on pousse un petit peu plus loin. Parce que du coup, là, on est entre personnes passionnées et j'aime bien le niveau de réponse que tu as apporté. Du coup, je vais pousser un petit peu plus loin. Tout à l'heure, on m'a posé la question en formation. Et du coup, hop, on a un modèle qui arrive quand même en France, qui est la réponse à l'intervention, le modèle de la RAI. Est-ce que vous pouvez positionner le métier de l'orthopédagogue par rapport à la réponse à l'intervention? Je vais mettre le schéma de la réponse à l'intervention. Hop, et est-ce que vous pouvez du coup nous positionner la place de l'orthopédagogue qui arrive au sein de l'éducation nationale? Parce qu'on en a qui commencent à prendre des places dans des DAR ou dans des EMAS tout doucement. Ou bien en extérieur. Vous savez qu'en France, on est un petit peu critiqué dans certaines recherches parce qu'on a une tendance à externaliser les difficultés sur des corps de métier en dehors de l'éducation nationale. Est-ce que du coup, vous pouvez un petit peu expliquer ce modèle de RAI puis le positionnement de l'orthopédagogue dedans? Vas-y, Sylvie, poursuis. Alors, donc, le modèle de la réponse à l'intervention, en fait, il permet d'avoir 3 niveaux de réponse aux besoins de nos élèves. Donc, la plus grosse, on va dire que la plus grosse partie de nos élèves, par rapport à ce que l'enseignant va mettre en place en classe en termes d'adaptation, tout simplement de pédagogie différenciée, là, tu le montres très bien, 80% des élèves vont arriver à progresser de façon, on va dire, plus ou moins vite, mais en tout cas, ils vont progresser sur le temps. Et puis, il y a parmi les 20% qui restent, il va falloir mettre en place d'autres choses, donc peut-être les APC, donc ce sont les choses qu'on fait souvent entre midi et 2 ou le soir ou parfois le matin, des activités pédagogiques complémentaires. On peut demander également l'aide du RASED, donc les enseignants spécialisés qui peuvent aussi, soit en co-intervention, soit en petits groupes, aider ces élèves-là qui ont plus de besoins à travailler différemment, à reprendre des notions qu'ils n'ont pas bien saisies parce qu'il faut peut-être plus de temps ou parce que peut-être justement il y a autre chose derrière ces difficultés. Et puis malgré toutes ces choses qui vont être faites pour ces 20% d'élèves, il y aura toujours une résistance de la part de certains d'entre eux, donc les 5% qui sont tout en haut de la pyramide. Et là, pour ces enfants-là, si on voit qu'au bout de 6 mois d'intervention entre la pédagogie différenciée, l'aide du RASED, les stages, les APC,
n'y a toujours pas de déblocage de ces difficultés qui sont très prégnantes chez l'enfant, chez l'élève, il va falloir absolument demander un autre regard et là s'adresser à des professionnels paramédicaux comme l'orthophoniste, comme éventuellement le psychomotricien si c'est un problème moteur. Et là, l'orthopédagogue peut très bien intervenir également, alors soit donc en cabinet libéral pour l'instant en France, mais par exemple au Canada, ils interviennent, mais également en France, certains orthopédagogues arrivent à aussi intervenir dans les écoles ou dans les CESAD. Il peut y avoir des orthopédagogues qui arrivent à intervenir. Donc, pour ces 5% d'élèves qui résistent aux interventions qui ont été préalablement essayées, on va dire, par les deux niveaux inférieurs. Trop bien. C'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus facile quand tu l'expliques que de lire le document. Je crois que c'est le CESEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a sorti un livret sur la RAI. Et du coup, c'est très clair. Tout à l'heure, j'ai dit DAR et EMAS. C'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé. L'EMAS, c'est l'équipe mobile d'appui à la scolarité, qui est généralement composée d'un enseignant spécialisé et d'un éducateur spécialisé, qui vient soutenir les équipes pédagogiques dans l'accompagnement des jeunes à besoins éducatifs particuliers. Et les DAR sont les dispositifs d'autorégulation. Mais si les personnes sont intéressées, on pourra peut-être en parler sur le temps de questions-réponses. On a parlé de l'accompagnement, on a parlé de l'adaptation. C'est vrai que vous avez un super chapitre sur les praticiens qui vont venir travailler avec les enseignants et les orthopédagogues. Et j'avais oublié, et pourtant il est vraiment précieux, parce qu'il permet de faire, par exemple, la distinction entre l'apport d'un orthoptiste, d'un ergothérapeute et d'un psychomotricien. Et ce n'est pas toujours facile pour les parents, ce n'est pas toujours facile pour les enseignants. Maintenant, j'ai une autre question. Tout à l'heure, Aurélie, on en parlait un petit peu, et toi, on a parlé beaucoup d'adaptation. Toi, tu te définis dans une approche de l'orthopédagogie clinique. Et dans votre livre, vous parlez un petit peu d'Jérôme Bianchi et d'Identidis. Comment vous vous situez, vous, en tant qu'orthopédagogue, dans la phase avant? C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que vous avez plein de mots-clés dans le livre, théorie de la charge cognitive, enseignement explicite, fonction exécutive, c'est plein de choses sur lesquelles vous renvoyez et qui sont nécessaires pour accompagner quand on remplit le LPI et après pour adapter en classe. Mais comment vous vous situez en tant qu'orthopédagogue dans la phase avant? On est enseignant, on est sur le terrain, on est en étape 1. Comment vous vous situez, vous, à ce niveau-là? Sylvie, tu veux prendre la parole? Tu peux préciser ta question, Tony? Ouais, En tant qu'enseignant ou en tant qu'orthopédagogue? Les deux, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez votre pratique d'orthopédagogue, elle vient nourrir votre pratique d'enseignant. Ok. En orthopédagogue, vous l'avez dit, vous vous situez un petit peu en haut de la RAI, vous vous situez sur les 5%, un peu plus en France. On a peut-être plus que 5% qui externalisent, mais qui viennent en cabinet. Ceux-là sont généralement repérés. Mais comme vous avez une connaissance peut-être un peu plus pointue du fonctionnement, et justement des dysfonctionnements, si on peut le dire comme ça, comment l'orthopédagogie vient nourrir votre analyse des besoins spécifiques? Est-ce que ça a un impact dans la classe, dans la clinique, dans le tableau clinique des besoins? Comment l'un et l'autre se nourrissent en fait? Alors, c'est super intéressant comme question. Je prends la parole, Sylvie, puis tu n'hésites pas à compléter parce que voilà, c'est une vaste question. Vas-y. Je vais juste devoir m'absenter 2 minutes. Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Donc, on parlait de l'orthopédagogie en classe. Ce que ça nous a apporté dans un premier temps, l'orthopédagogie, c'est cette vision des troubles en général. C'est-à-dire que on a une vision de chaque trouble qui est quand même assez claire maintenant, de par toutes les formations qu'on a faites. Et ça nous permet de pouvoir cibler les difficultés de l'enfant en fait beaucoup plus, j'allais dire finement ou rapidement, je sais pas trop. Mais notamment, je sais que maintenant, dans l'éducation nationale, au début de chaque année, on passe les tests, les fameux tests de repérage nationaux. Donc maintenant, c'est étendu, CE1, CE2 jusqu'en CM2 et même les CP, je crois, les évaluations nationales. Et moi, je sais que ma pratique d'orthopédagogue, elle m'a permis d'être beaucoup plus fine sur l'analyse des difficultés des élèves suite à ces passations d'évaluation, notamment quand on reçoit notre toile d'araignée avec les difficultés des enfants, que ce soit en maths ou en lecture ou en orthographe. La pratique orthopédagogique nous a vraiment aidé à cibler les difficultés et à tout de suite pouvoir mettre en place des aides
et des remédiations adaptées à la problématique des enfants, même bien avant que le diagnostic soit posé, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on travaille en repérage, on est assez fin en repérage, et on peut se permettre de mettre en place des petites choses qui vont pouvoir booster l'élève bien avant que le diagnostic médical final, parce que c'est toujours très long à obtenir, bien avant que le diagnostic médical soit posé, finalement. Donc, c'est un vrai plus dans la pratique d'un enseignant, je pense, d'avoir cette vision. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on essaye d'apporter, en tout cas, grâce à la rédaction de ce bouquin, quoi. Du coup, je vais poser une question qui va certainement venir, au moins dans les replays, dans les Oui, commentaires. Euh, il y a beaucoup d'enseignants qui se posent la question de est-ce que je reste dans le métier ou est-ce que je continue à faire le métier d'amour que j'aime en dehors de l'institution? Et en gros, comment je fais pour faire de l'accompagnement enseignant en dehors de l'éducation nationale, l'orthopédagogie, psychopédagogie, ça peut être plein de choses. Certaines vont se former en orthophonie, voilà. Comment vous faites, vous, aujourd'hui? Comment se dessine votre métier? Parce que vous êtes enseignante, vous êtes conseillère pédagogique, vous êtes formatrice, vous êtes en relation avec l'inspection sur l'accompagnement des jeunes à besoins spécifiques. Donc, vous êtes à la fois en dehors et à la fois en dedans d'éducation nationale. Comment ça se dessine votre métier au quotidien, à la semaine? c'est extrêmement pratique, j'allais dire. Ça nous permet d'avoir une vision vraiment holistique de l'élève. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette jambe dans l'éducation nationale qui nous permet de voir tout le côté scolaire. Et on a cette jambe dans l'orthopédagogie qui nous permet de vraiment bien travailler sur toute la partie exécutive. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vision globale très intéressante. Et comment on fonctionne, si tu veux, le fonctionnement d'une semaine type, Oui, enfin, comment, en fait, vous êtes à mi-temps, vous êtes à trois quarts temps, à c'est tiers-temps, ça. comment vous faites pour avoir deux vies professionnelles en une? Alors pour l'instant, pour ma part, moi, je suis encore à 75% dans une classe. Donc le lundi, mardi, jeudi, je travaille dans ma classe. J'ai des CE2, CM1 dans un petit village. Et le reste du temps, donc là, j'ai des semaines qui sont assez conséquentes. Du coup, le mercredi, le vendredi et le samedi matin, je travaille au cabinet. Donc c'est super intense parce que bah, il y a le travail en classe, il y a le travail au cabinet, mais il y a aussi le travail invisible que tu dois connaître, Anthony. Ce qui fait que voilà, la rédaction des bilans, l'étude des difficultés, enfin, c'est beaucoup de travail qui se fait le soir ou le week-end du coup. Donc, par chance, j'ai réussi à passer à 50% à la rentrée en septembre. Donc, ça va me permettre de garder un pied dans l'éducation nationale et de toujours être au courant de ce qui se fait, quels sont les programmes, voilà, de pouvoir vraiment être bien au fait avec tout ce qui est scolaire. Et puis, je vais pouvoir avoir plus de pratique en cabinet, donc plus de pratique à la maison de santé et du coup, pouvoir aider les élèves de façon individuelle. Et ça, c'est vraiment un plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Sylvie peut prendre le relais. Oui, Sylvie, tout à fait. Parce que toi, tu as une fonction qui est différente. Aujourd'hui, tu n'es plus forcément en classe, tu es dans l'accompagnement des enseignants qui sont en classe. Donc, C'est comment ça. ça se dessine ta pratique? Alors, ma pratique, elle se dessine dans le sens où les enseignants qui ont des problèmes hein, avec des élèves en classe peuvent faire appel à moi pour que je vienne observer l'enfant, l'élève en classe. Et donc, je reste en classe et j'observe donc comment ça se déroule et puis ce que l'enseignant a déjà mis en place pour cet élève-là qui pose problème. Et puis ensuite, je lui propose moi-même des pistes, on va dire. Et surtout, là où le gros de mon travail, c'est de venir assister aux équipes éducatives, en fait. Parce que j'ai à la fois, je représente Monsieur l'inspecteur, j'ai été 15 ans directrice, donc j'ai beaucoup on va dire, d'expérience dans la tenue d'une équipe éducative, même si là, ce n'est pas moi qui la tiens, ce sont les directeurs. Mais je suis là pour les assister, pour écouter les parents qui, bien souvent, sont dans le déni par rapport aux difficultés de leur enfant, bien souvent n'ont pas pris les choses au sérieux et n'ont pas forcément contacté les professionnels qu'on leur a déjà demandé de contacter pour avancer dans le cheminement éventuellement d'un repérage. Et donc, grâce à mon... Sylvie, tu as perdu ton micro, je pense.
Voilà, tu es de retour avec nous, c'est bon. Je ne sais pas où j'ai coupé. Du coup, je disais qu'avec mon expérience de directrice, mon expérience de maman et puis mon expérience en tant que maintenant orthopédagogue et puis toute la connaissance du repérage des troubles, j'arrive à apporter une expertise lors des équipes éducatives pour débloquer pas mal de situations compliquées, on va dire, et puis avancer sur un parcours de soins différents pour ces familles-là, on va dire. Voilà. Ça, c'est une partie de mon travail, une grosse partie de mon travail à la semaine. Et puis, le mercredi, je fais des formations le mercredi matin à destination des enseignants. J'ai la chance de faire partie du groupe de travail académique sur les troubles neurodéveloppementaux. Et donc, on est un groupe d'une dizaine de personnes et on a pour charge de construire des formations. Donc, il y avait 9 heures, par exemple, de formation sur le TDAH. Et grâce à toutes mes formations que j'ai faites, j'ai pu proposer 6 heures supplémentaires à l'académie pour qu'il y ait en tout 15 heures pour les enseignants qui veulent vraiment avoir un bagage, on va dire, un peu conséquent sur ce trouble-là. Ils peuvent, alors c'est sur la base du volontariat, hein, c'est pas obligatoire, mais dans l'école académique de la formation continue de l'Académie de Nice, les enseignants qui veulent peuvent se former 15 heures rien que sur le TDAH. De la même façon, il n'y avait pas de formation spécifique sur le trouble du langage oral et sur le trouble développemental de la coordination. Et cette année, pour la première fois, j'ai proposé 3 heures pour chacun de ces troubles qui ont été très, très appréciés d'ailleurs. Voilà. C'est génial. C'est vraiment une opportunité, je pense, d'avoir des personnes comme vous qui se forment à l'orthopédagogie, qui se forment sur des diplômes universitaires, qui se forment sur des MOOC, qui se forment, je pense par exemple au MOOC de Genève sur le repérage des jeunes avec TSA. C'est vraiment une approche. Et c'est vrai que c'est un peu cette nouveauté des écoles académiques de formation continue. C'est une réelle opportunité. Moi, j'ai eu la chance d'y intervenir dans le cadre de l'intelligence artificielle et du rôle des écrans sur le développement de l'enfant. Ce sont déjà d'une part, quand on y est, que des enseignants qui ont fait le choix d'aller s'y former et donc qui sont très investis, très curieux. Et ça offre des formations quand même de très grande qualité. Vous, votre gros, et après je laisserai la parole, puisqu'on va dépasser le temps d'interaction entre nous, je laisserai la parole au temps de questions-réponses pour les invités. La chance que les académies ont de vous avoir, c'est que votre pratique de l'orthopédagogie et les formations que vous avez faites, on ne va pas se mentir, sur votre denier personnel, vous le réinjectez en compétences au service du fonctionnement institutionnel et ça permet quand même d'avancer énormément. Parce que, enfin, moi, je ne fais pas trop de langue de bois. Aujourd'hui, on sait que les plans de formation continue ne répondent pas toujours aux besoins de ce que les enseignants attendent. Parce qu'il y a des directives et généralement, ce que l'on retrouve on va dire dans les complaintes des enseignants du primaire, c'est qu'ils en ont un peu marre de faire des plans vocabulaires et des plans mathématiques. Et là, proposer des plans de formation longitudinaux, parce qu'on sait qu'une formation one-shot apporte peu par rapport à des formations continues, avec de la modélisation, avec du suivi, etc. Là, ça apporte beaucoup et vous le faites aujourd'hui. Et ça, c'est assez fondamental. Il y avait une petite question qui est assez intéressante, elle rebondit directement dedans. Est-ce que tu interviens, Sylvie, sur les équipes éducatives ou sur les ESS ou sur les deux? Alors, j'interviens sur les équipes éducatives à la demande du directeur. Les ESS, c'est pas le directeur qui est en charge, hein, c'est donc l'enseignant référent qui a en charge l'ESS. Donc, soit il m'invite, mais pas forcément, je ne suis pas forcément invitée à toutes les ESS. L'intérêt vraiment de mon travail, c'est vraiment de débloquer les situations. Quand on est dans une ESS, ça veut dire qu'il y a déjà un parcours avec une reconnaissance MDPH. Donc, je suis moins utile, en fait. À ce moment-là, je suis plus utile en amont lorsqu'il y a des difficultés qui n'avancent pas, on va dire, et que là, les équipes sont démunies, les parents parfois aussi. Donc là c'est là où j'interviens et là où j'arrive le plus voilà. Donc, il y a une remarque qui est pertinente. Hein. Oui, mais les PPS ne sont souvent pas suivis. On est sur une autre problématique, mais effectivement, donc tu peux intervenir quand même sur invitation dans les ESS. Aurélie, tu as levé la main, vas-y. Oui, j'avais levé la main pour pouvoir compléter ce que disait Sylvie. Pour le coup, moi, pour ma part, j'interviens dans les ESS à la demande des parents. Parce que en général, je rédige un compte rendu
un compte-rendu d'intervention orthopédagogique où je vais aller cibler toutes les problématiques scolaires, toutes les problématiques exécutives, etc., etc. Et du coup, j'ai participé à plusieurs ESS depuis ces 2 dernières années où je suis vraiment là pour soutenir, en fait. C'est drôle parce que je suis là pour soutenir la famille, mais je suis aussi là pour soutenir les collègues. Ce qui fait que je fais vraiment le pont entre la problématique de l'élève et de la famille et la problématique de l'enseignant, puisque j'ai la double casquette. Et c'est super intéressant de pouvoir agir sur ces deux leviers-là, quoi. Ouais. Et souvent aussi, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'en parler, j'aide aussi très souvent les collègues à rédiger les PAP pour les élèves, parce que voilà, on en a pas vraiment parlé avec Sylvie, mais on a fait un gros chapitre sur le LPI, et du coup, mon travail d'orthopédagogue, c'est d'aller cibler vraiment les difficultés de l'élève au-delà du trouble. C'est-à-dire que on va pas aller appliquer, si tu veux, des adaptations. Voilà, l'enfant il a un TDAH, bah, bim, on va lui appliquer le package d'adaptation TDAH sans réfléchir aux besoins réels de l'élève. Est-ce qu'il y a une petite dyslexie éventuellement qui s'est greffée au TDAH? Est-ce qu'il y a un trouble de l'opposition qui est greffé au TDAH? Donc en fait, nous, notre travail d'orthopédagogue, c'est d'aller vraiment en finesse sur la difficulté de l'élève, mais de la difficulté de l'élève l'élève lui-même, quoi, pas la difficulté liée au TDAH en question. Et du coup, ça donne l'occasion de créer des PAP, enfin, qui sont vraiment individualisés et qui sont vraiment là pour soutenir les familles, pour soutenir les collègues, parce qu'on ne pense pas aux collègues aussi, il faut soutenir les collègues, et pour soutenir l'enfant. Donc, on fait vraiment le lien entre ces 3 pans-là, et je pense que, en général, quand le PAP, moi, je le crée en fait au bureau, je le fais au crayon de papier, on va dire, et ensuite, je le donne aux collègues pour que le collègue puisse s'en saisir. Et on correspond, on s'envoie des mails, on s'appelle. Et c'est une chouette collaboration, je trouve. Bref. Bah, merci beaucoup. Je fais deux derniers commentaires et je laisse la parole aux questions. Il y a 3 questions qui ont été déjà déposées sur le Digipad et déjà des questions qui sont dans les messages du webinaire. La première remarque, c'est pour rebondir et vous dire merci d'apporter ça par rapport, on ne donne pas des adaptations à un élève parce qu'il a un trouble. Vous savez, je suis en train de développer une formation pour les enseignants sur mon site en asynchrone, qui est enseigner et former avec l'apport des sciences cognitives. Et dedans, j'ai un module sur la théorie de la charge cognitive. Et pour moi, c'est vraiment important d'expliquer que peu importe le trouble, c'est une entrée pour savoir que le jeune présente des besoins. Derrière, c'est de savoir sa charge cognitive, qu'est-ce qui vient la saturer, autant dans la composante intrinsèque que dans la composante extrinsèque, mais vraiment analyser chez cet élève qu'est-ce qu'il met en double tâche et qu'est-ce qui vient saturer sa mémoire de travail. Et une fois qu'on a trouvé ça, on s'en fiche en fait limite de l'étiquette. Parce que ça se trouve, dans quelques années, on nous dira dans le DSM-6, revisité dans le DSM-7, Voilà. dans 15 ans, que tous les troubles du neurodéveloppement, c'est un gros continuum. Et que du coup, en fait, ça se trouve, il n'y aura plus d'identité, dyslexie, dyspraxie, TDAH, TSA. On aura juste, je sais pas, un continuum du trouble avec d'autres appellations. C'est-à-dire que tout va sauter. Mais donc, cette entrée-là, elle est hyper intéressante. Et la deuxième remarque, c'est que ce livre, il est très facilement identifiable pour les enseignants. Ça, il n'y a aucun doute. Et à mon sens, il y a une cible qu'il faudrait vraiment aller chercher, c'est au niveau des rectorats, dans la formation des AESH. J'ai fait une formation auprès de 25 AESH d'un établissement privé la semaine dernière, et donc je leur ai présenté le livre. Elles, c'est leur cœur de métier. Et elles sont recrutées souvent, très rapidement. Elles ont un parcours de formation qui est ce que le rectorat peut leur permettre de faire, mais ce qui n'est pas à hauteur de ce qu'elles attendraient en termes de connaissances sur les troubles du neurodéveloppement. Et quand je leur ai présenté l'ouvrage, je suis quasiment certain qu'une bonne partie des personnes se sont ruées sur votre livre à la sortie de la formation. Parce que là, pour les AESH, c'est une mine d'or, en fait. Et elles n'ont pas accès aux formations des enseignants, elles n'ont pas non plus, on ne va pas se mentir, le pécule financier pour pouvoir aller se permettre de se former sur des formations en ligne. Oui, vas-y Sylvie. Alors, dans l'Académie de Nice, je forme les AESH pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai à peu près, depuis 2 ans, 200 AESH que je forme sur le TDAH, justement. Et elles sont vraiment ravies. Vraiment, c'est un vrai bonheur de les former. Incroyable. Tu es sur tous les fronts. Vous êtes sur tous les fronts. Bah, en tout cas, je pense vraiment que ce livre devrait intégrer les formations d'AESH et en plus de ça, devrait limite être donné comme un guide. Tiens, t'es AESH, t'as pas beaucoup d'argent, désolé, mais au moins tu as un super livre pour commencer et on te l'offre. C'est le rectorat qui te l'offre. Quand je me suis formé au CAPASH, moi j'avais un livre de référence qui était celui de Bruno Aigron sur accompagner les élèves qui présentent des troubles
dans la scolarité. Le livre ASH, c'était troubles mentaux, troubles cognitifs et troubles psychiques. Je pense que celui-ci va pouvoir venir compléter les livres de formation dans les formations au KPI, dans les formations initiales, vraiment. J'arrête de parler, je prends les questions. Il y a 3 questions qui ont été déposées sur le Digipad. Et ensuite, je prends aussi également les questions, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été posées dedans, avec Émilie Dupraz qui fait un chouette commentaire en disant qu'il faudrait des orthopédagogues dans chaque circonscription. Je suis assez d'accord. Il y a des circos qui font le choix d'envoyer. Alors, moi, je suis dans le nord de la France. Émilie, t'es pas très loin. T'es dans les Hauts-de-France aussi, si je dis pas de bêtises. T'es en dessous de moi. Il y a des enseignants, il y a des inspecteurs de circonscription qui ont fait le choix d'envoyer des enseignants se former en Belgique en orthopédagogie pour pouvoir leur continuer à investir les compétences dans la circo. Je trouve que c'est un bon compte. Enfin, c'est pas mal comme choix. Je me tais vraiment, je pose les questions. On a une première question. Et comment on fait pour aider un enfant qui a un trouble des fonctions exécutives? Comment on fait pour le faire progresser? On peut la transformer en l'élargissant, en disant comment on fait pour, généralement, quand il y a des difficultés exécutives, comme ça on couvre de façon transversale peut-être tous les troubles. Tu veux y aller, Aurélie? Vas-y, je te laisse commencer, Sylvie. Alors moi, déjà, je pense que, on va dire, la psychoéducation, lui expliquer déjà qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives à cet enfant, avec des livres qui sont très bien faits, hein, sur Grégoire Borst notamment a fait des livres pour les petits. Hein. Moi, je l'ai utilisé pour des enfants de grande section CP, et ils comprennent très bien avec des schémas très, très, très ludiques, on va dire, qu'est-ce que c'est que ce contrôle inhibiteur, qu'est-ce que c'est que cette flexibilité, qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail, qu'est-ce que c'est que la planification. Alors, déjà, leur faire toucher du doigt comment fonctionne leur cerveau, qu'est-ce que c'est que ces fonctions exécutives et pourquoi eux, parfois, ils ont du mal à les mettre voilà, exactement. C'est très, très réactif, Anthony, c'est impressionnant. À les mettre, et puis, donc, il y a ça, c'est la version pour les petits, mais il y a la version pour les CM, à jeunes ados, on va dire, qui est très bien, à la suite, on va dire. Déjà, leur faire comprendre, voilà, tout ce qui se passe, cette boîte à outils qu'ils ont dans leur cerveau, et qu'en fait, ils peuvent l'améliorer. Alors, on peut leur faire toucher du doigt aussi grâce à des jeux. Hein. On travaille beaucoup en orthopédagogie grâce à des jeux, sachant que certaines fonctions exécutives ne peuvent pas, notamment la mémoire de travail, hein, ne peut pas s'améliorer, hein, contrairement à ce que parfois certaines applications payantes nous vantent. Mais par exemple, le contrôle inhibiteur ou la flexibilité, on peut faire toucher du doigt à l'élève. Là, dans un jeu, par exemple, le moment où son contrôle inhibiteur n'est pas bon, n'est pas efficient, et comment il pourrait avoir ce stop. Alors, on peut le mettre aussi, hein, on l'apprend en orthopédagogie, on s'est tous rués sur les petits stops à acheter dans certaines enseignes pour pouvoir le mettre sur la table de l'élève ou sur la table, le bureau de l'enseignant, pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, il faut donner à notre cerveau l'ordre de s'arrêter pour ne pas faire de bêtises, contrôler notre impulsivité avant de donner une première réponse ou avant, voilà, et puis permettre petit à petit de renforcer ce contrôle inhibiteur. Pareil pour la flexibilité. Une fois qu'on a joué à un jeu et puis qu'on demande à l'enfant, tiens, on va changer les règles du jeu, on voit certains élèves, et notamment les élèves avec TSA, qui ont du mal à changer les règles du jeu. Eh bien, on peut leur faire après un transfert en classe sur ce problème parfois de flexibilité qu'ils ont aussi dans ne serait-ce que l'emploi du temps, hein, tout simplement, sans parler après de l'apprentissage. Mais voilà, déjà leur faire prendre conscience de qu'elles existent, ces fonctions exécutives, qu'elles ont un rôle dans les apprentissages, voire même un rôle très important. Et après, les travailler au long cours, avec des rappels constants avec peut-être des petits visuels. Là on te demande de la flexibilité, là on te demande un petit stop. Voilà. Il y a l'histoire de la mémoire de travail avec la boîte d'œufs aussi, pour leur apprendre à avoir des stratégies pour renforcer leur mémoire de travail. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour renforcer un fonctionnement dit exécutif d'un élève.
Je me permets du coup de compléter, parce que moi j'aime beaucoup partager des ressources, parce que ça c'est partie du métier de formateur aussi. Par rapport à ça, il y a Inemo, hein, qui est un travail qui est génial, qui vient justement aider à structurer un programme d'accompagnement au développement de certaines compétences exécutives et psychosociales. Et Inemo, le gros avantage, c'est que les ressources sont en accès libre. Il a été développé, si je ne dis pas de bêtises, par les collègues Marie Noussa et Alexandra Volkart d'Octopus, qui font un travail en Belgique. Sur le site Inemo, on peut aller les chercher. Trois autres applis, puis je passe la parole à Aurélie. Pour soutenir le développement des compétences exécutives, j'aime bien travailler sur les applications, notamment, tu disais, pour venir montrer à l'élève qu'il est en train d'utiliser son contrôle inhibiteur. Ce sont des jeux gratuits qui ont été développés par l'Université de New York, qui n'ont pas montré d'effet, d'impact positif, donc elles ont été d'être financées. On a vu qu'il y a un effet d'entraînement, mais pas d'effet de transfert. Donc les études n'ont pas été probantes par rapport à l'objectif initial, mais c'est l'utilisation de Guacamole, l'utilisation de All You Can Eat et de Crush Station qui permettent justement de montrer à l'enfant quelle fonction exécutive il est en train d'utiliser et ensuite modéliser, métacogiter et transférer. Vas-y Aurélie, pardon. Oui, moi, ce que je voulais simplement ajouter, c'est qu'une chose qu'on peut faire en classe, que je me remets dans la peau de l'enseignante, là, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec Maître Lucas. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. En tout cas, il fait des chouettes petites vidéos d'environ 3 minutes qui sont hyper adaptées pour les enfants du CP au CM2. Sur comment on utilise son cerveau, qu'est-ce que sont les fonctions exécutives, etc., etc. Donc, ça fait une chouette porte d'entrée dans une classe. Et ensuite, ce qu'il est vraiment facile de faire en classe aussi également avec les enfants qui ont un trouble dit exécutif, mais même avec toute la classe en fait, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'adaptation pour un enfant qui a une problématique, en fait, ces adaptations, on peut les mettre en place pour la classe entière. Donc, c'est pas vraiment une surcharge de travail, il suffit simplement d'avoir envie de le faire avec sa classe. Et ce qu'on peut faire notamment, c'est notamment en APC, c'est des séances de jeu en fait, de jeux tout simples comme un ni oui ni non pour avoir le stop, comme des jeux de memory pour travailler un peu la mémoire ou des labyrinthes pour travailler la planification. Et tout ça, ça permet de mettre le doigt sur l'enfant qui a des difficultés exécutives, mais ça permet aussi de renforcer les fonctions exécutives des élèves qui vont bien à la base. Donc, j'aime bien rappeler qu'une adaptation, elle peut être mise en place en classe pour tous et pas seulement pour les élèves qui ont des difficultés. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a une deuxième question sur le digipad. Et si ça ne vous dérange pas, vous allez pouvoir me dire, Anthony, t'es gonflé, c'est que j'aimerais garder cette question pour un autre webinaire, parce que j'aimerais aussi présenter les coniclasses. Et en fait, on est moins sur les fonctions exécutives, et on est plus sur les processus de mémorisation à long terme. Et je trouve que les coniclasses vont vraiment venir répondre à cette question-là. Mais si vous voulez, on peut quand même la brosser. Sauf que comme elle ne parle pas directement des troubles du neurodéveloppement ou des besoins spécifiques, on est plus sur un processus global de sciences cognitives. La question, c'était « Bonjour, j'ai des élèves qui ont des difficultés à mémoriser, à placer les informations dans leur mémoire à long terme, car les acquis ne se situent qu'à l'école. Au bout de plusieurs séances, il n'y a toujours pas d'ancrage, j'imagine, ou bien de consolidation. Que faire ?» Donc, à mon sens, on sort un petit peu de la question des troubles du neurodéveloppement. Et en plus, comme il y a Émilie, et que je lui ai dit que j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit truc sur la présentation des coniclasses, j'aimerais plutôt garder cette question-là parce qu'elle va… Voilà, je pense qu'elle a plus sa place dans une présentation des coniclasses quand elles peuvent être mises en place avec l'association FSC. Du coup, la troisième question, ça vous va si on la laisse de côté du coup? La troisième question, vous allez beaucoup apprécier. Comment faire avec des élèves qui présentent un TDAH, qui sont sans filtre, qui parlent en permanence, qui font des bruitages, qui coupent beaucoup la parole, qui progressent très lentement dans le respect des prises de parole, même en utilisant des renforçateurs positifs, des contrats spécifiques et en mettant en place un coin calme avec de multiples outils de régulation du stress. Merci. Donc là, on a vraiment déjà un soutien en comportement positif et a priori pas mal d'adaptations qui sont mises en place, mais ça ne matche pas. Comment on peut faire avec ces élèves? La première chose à faire, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous apprend en formation quand on est formé sur le trouble de l'opposition avec provocation, parce que là, on est dans du TDAH qui dépote un petit peu, a priori. La première chose à faire, même si c'est extrêmement difficile quand on est enseignant, et je suis passée par là plusieurs fois avec des élèves très compliqués, la première chose à faire, c'est d'ignorer, en fait.
Alors, c'est super facile à dire. On a vraiment envie de bondir quand on entend ça. Mais plus on va rentrer dans, entre guillemets, dans le jeu de l'élève et plus ça va renforcer son mauvais comportement. Donc ça, c'est primordial d'essayer de laisser l'élève dans son débordement. Bien sûr, il ne faut pas qu'il se fasse du mal à lui-même ou qu'il fasse du mal aux autres. Mais en tout cas, le fait d'ignorer le plus possible, c'est ce qui a montré le plus son efficacité. Et poursuivre en travaillant énormément sur le contrôle inhibiteur, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le stop, le stop, le stop, en ayant un petit panneau, en ayant un feu rouge, en ayant des quantités de choses et en travaillant sur des jeux qui permettent vraiment d'acquérir ce fameux stop qui est compliqué pour les élèves avec un TDAH et potentiellement un TOP. Mais je pense que Sylvie va rentrer plus dans les détails. Vas-y. Donc tu m'as spoilé, hein, donc Franck Ramu est un de mes piliers et Steve Bissonnette, ma deuxième jambe lors de mes formations. Steve Bissonnette est moins connu par les enseignants français. Franck Ramu, il y a plus de grincement dedans. Et pourtant, l'enseignement explicite du comportement, j'ai réussi à le faire passer dans ma circonscription dans les APC. Donc, les enseignants qui sont d'accord en première partie d'année, donc de septembre aux premières vacances, au lieu de faire des maths et du français aux APC, je leur ai fait une formation sur l'enseignement explicite du comportement, donc avec comme base les conférences de Steve Bissonnette, mais aussi le MOOC de Franck Ramu. Et donc, ils ont fait des mini-scènes, hein, des mini-scènes de théâtre avec certains élèves qu'ils avaient bien ciblés comme étant, on va dire, des élèves qui présentent des comportements problématiques, que ce soit de l'impulsivité verbale, de l'impulsivité autre. Et donc, ils ont, pendant toute cette période, modelé ces élèves sur quel comportement je dois avoir quand je veux absolument parler, quand je veux absolument bouger, comment je dois me tenir en classe, au coin de bibliothèque, dans les rangs, aux toilettes, dans la cour de récréation. Donc, tout ce comportement explicite, on le sait, a vraiment des vertus sur ces élèves-là. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience en regardant l'enseignant faire, puis en se prêtant au jeu aussi de refaire ce que l'enseignant a modelé. Et il y a vraiment une diminution des mauvais comportements grâce à ce modelage de l'enseignant, de la part des enseignants. J'ai demandé aussi à ce que les enseignants se mettent par deux. Certains ont accepté pour prendre un plus grand groupe d'enfants pour cet enseignement explicite du comportement. Et pendant qu'un enseignant modelait l'apprentissage des comportements souhaitables, l'autre enseignant était là en observateur pour justement après pouvoir discuter avec son collègue parce que quand on est dans le feu de l'action en tant qu'enseignant, on ne voit pas tout. Même si en APC, on n'a que 8-10 élèves, là, quand on est deux en co-intervention, eh bien, le deuxième enseignant peut observer vraiment les réactions des élèves et puis avoir après un retour réflexif avec son collègue pour la séance suivante et avancer comme ça de manière très pratique, très probante et ça marche. Ça prend du temps. On a l'impression que c'est du temps perdu sur le programme de maths et de français, mais en fait, c'est du temps de gagner ensuite pour le restant de l'année. Et si ça ne suffit pas de faire ces moments-là, plutôt que de punir l'enfant, eh bien, on peut lui demander d'aller au fond de la classe et d'observer, par exemple, comment un ou deux élèves qui ont les bons comportements et de noter si c'est des élèves de petite classe, juste une phrase, mais si c'est des plus grands élèves, de noter quel est le comportement qu'on attend d'eux et qu'ils n'arrivent pas à avoir par rapport à certains de leurs camarades de classe. Voilà. Super. Je peux que plus soyer, mais en même temps, je ne suis pas très objectif parce il est quelle heure? Il est 20h. Il y a 5 heures, encore il y a 3 heures, j'étais avec un groupe d'une quinzaine d'adultes que j'ai mis en trinôme pour qu'ils fassent de l'enseignement explicite des comportements. Et il y avait un adulte qui était en train de modéliser pour un parent, parce que là, du coup, c'est l'accompagnement de parents en guidance parentale pour qu'ils les accompagnent leur enfant à un trouble du neurodéveloppement,
un adulte qui modélisait selon l'enseignement explicite des comportements, un autre qui recevait et un autre qui observait. Donc, je suis tout à fait d'accord. Steve Bissonnette, c'est aussi une de mes jambes. Donc, a priori, on a les mêmes jambes. Pour information, il y a ce livre qui est génialissime, mais il y en a un de Marie Boquillon qui va sortir à la rentrée en septembre et qui va traiter plutôt des aspects pratiques. Marie Boquillon avec Marc Demeuse, qui fait partie du CESN aussi, du CESN, et de Robert Mazur. Ils sont 3 à avoir écrit un premier bouquin, Enseignement explicite, un bouquin orange, j'ai plus le titre exact, qui était plutôt théorique, Enseignement explicite des connaissances et des comportements, et ils vont sortir un bouquin pratique, vraiment avec des séquences. Et donc, si vous êtes intéressé par l'enseignement explicite des comportements, Marie Boquillon a fait un très beau travail dans plusieurs webinaires, et c'est très accessible. J'ai la chance d'avoir couvert, en fait, j'ai rejoint une communauté apprenante au Québec, une communauté pédagogique qui a ils appellent ça des causeries, je crois. Et donc, j'ai eu la chance de couvrir la dernière conférence de Marie Boquillon pour la prendre en note et la reproposer sur les réseaux sociaux. Donc, bientôt, ça va arriver. Et elle a présenté son prochain ouvrage dedans aussi qui devrait sortir. Donc, ça, c'est génial. Et j'avais une autre chose à dire par rapport à ça. Je voulais rebondir sur l'extinction, je pense. Mais je sais plus. Ah oui. Oui, voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir quitté l'éducation nationale. Je ne sais pas si c'est une chance, c'est un choix. Mais du coup, de faire de la formation sur d'autres choses que du pédagogique, parce que je forme aussi au programme d'entraînement aux habilités parentales, dans le cadre du TOP notamment. Et donc, moi, c'est vrai que ça vient nourrir un petit peu. Et on retrouve exactement, par exemple, dans les programmes d'accompagnement de Kasdin, de Barclay, ou bien de la résistance non violente de Haïm Omer et de Nathalie Franck, les mêmes piliers du soutien au comportement positif et de l'enseignement explicite que l'on retrouve dans la pédagogie de classe de Steve Bissonnette et Gauthier, de Marie Boquillon, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment, vraiment modélisant et ça aide beaucoup. Donc, ouais, je rebondis tout à fait. Ramus, Bissonnette, c'est mon sujet de recherche universitaire cette année. C'est passionnant. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et mon projet de recherche, c'est l'accompagnement du sentiment d'efficacité personnelle des enseignants en gestion de classe. Je voulais travailler sur la formation, mais on en parlera en off sur cette question de la formation des enseignants pour augmenter leur CEP en gestion de classe. Je reprends du coup une autre question que j'avais vu passer tout à l'heure que j'avais laissé de côté. Non, je ne suis pas bloqué dans le tunnel de Nice Nord, ça m'avait fait rire tout à l'heure. Aux équipes éducatives, on l'a posé. Ah oui, y a-t-il des grilles d'observation des élèves dans votre livre? Bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas présenté, vous pouvez en profiter peut-être pour présenter aussi le travail que vous avez fait sur le LPI, sur le parcours inclusif, parce qu'on l'a laissé de côté, mais vous avez un tableau avec je ne sais pas combien de compétences, il y a combien dedans? 600 000. Alors, ouais, pas compétences, mais adaptation. je raconte en 2 mots et je pense que Sylvie, tu pourras compléter parce que c'était une soirée, une franche rigolade avec Sylvie, je pense, quand on a essayé de compiler en fait toutes les adaptations possibles en fonction d'un trouble. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on a vraiment détaillé, on a décortiqué le LPI, ça nous a pris une soirée entière, voire plus, parce que derrière, il a fallu tout retaper, tout cocher. C'était Je me permets, Aurélie, est-ce que vous pouvez présenter le LPI? Parce que je ne suis pas sûr que tous les enseignants connaissent encore le LPI, même s'il a déjà quelques années. Et comme en plus tout le monde n'est pas enseignant ou certains ont quitté la fonction, est-ce que vous pouvez présenter le LPI en quelques mots? Alors là, je laisse Sylvie. Je sais qu'elle est hyper calée. Le LPI, il est censé être obligatoire, mais je sais qu'il n'est pas utilisé dans toutes les académies, mais cependant, il va devenir très rapidement obligatoire puisqu'il y a les PASS qui arrivent, les pôles d'appui à la scolarité. Hein, on est un département préfigurateur dans le Var, mais ça arrive tout doucement dans la France entière. Et pour pouvoir demander l'aide du PASS, il faut avoir rempli le LPI. Donc, ça va devenir très rapidement un objet obligatoire pour les enseignants. Alors, dans le LPI, c'est le livret de parcours inclusif de l'élève. Donc, l'idée, c'est plutôt que de chaque année de refaire un plan particulier, un PPRE, un plan particulier de la réussite éducative de l'élève pour proposer des adaptations. Et puis l'année d'après, si l'enfant change d'école ou que les enseignants ne se parlent pas, ben, on ne sait même pas qu'est-ce qui a été essayé pour cet élève qui a des besoins. Et puis, ben, ça se perd. Et puis après, s'il y a un PAP ou plus tard un PPS pour une reconnaissance de handicap, tout est perdu en fait dans le flot de la vie de l'élève, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, l'Éducation nationale a décidé de créer, en accord avec, en lien avec la MDPH, ce livret de parcours inclusif. Ce qui fait que
dès le moment où il va y avoir un PPRE, un plan particulier de réussite éducative qui va être créé par un enseignant, l'enseignant va devoir le remplir dans ce livret. Ce qui fait que l'année d'après, les autres enseignants vont pouvoir voir ce qui a déjà été fait et si est-ce que ça a fonctionné, est-ce qu'il faut que je reprenne les mêmes adaptations, est-ce qu'il faut que je change, etc. Plus loin, quand on a donc des difficultés qui sont trop prégnantes, on peut décider de faire un PAP avec l'accord du médecin scolaire, sans rentrer dans le champ, on n'est pas encore dans le champ du handicap. Et là, on a le niveau suivant, celui qu'on a décortiqué parce que c'était le niveau le plus dense en termes d'adaptation et d'aménagement. On a ce fameux PAP qui est aussi dans le LPI et que les parents peuvent aussi aller regarder justement qu'est-ce que les enseignants ont mis en place dans la classe pour l'élève. Bientôt, alors, en tout cas dans mon département, les membres du RASEN n'ont pas encore accès, mais ça va se faire là très rapidement. Les maîtres spécialisés vont avoir aussi accès au LPI de l'élève pour pouvoir voir qu'est-ce que l'enseignant, parce que des fois la communication, on n'a pas le temps toujours de se poser et tout, donc ils vont pouvoir voir ce que l'enseignant a mis en place pour qu'eux puissent continuer, augmenter, changer et essayer autre chose. La MDPH, quand on aura affaire à un PPS, donc aura aussi le lien avec, tout sera en fait homogénéisé pour faciliter le parcours inclusif d'un enfant avec des besoins, que ce soit des besoins sans reconnaissance de handicap ou plus tard, voilà. Et donc, on a voulu avec Aurélie s'amuser à reprendre tous les items du PAP. Moi, j'avais ma petite idée derrière Il n'y a pas de Lego pour vous amuser autrement? C'est vraiment… On a aussi d'autres choses, mais là, en fait, il fallait… Moi, ce que je voulais, c'était vraiment montrer aux enseignants qu'en fait, ça ne suffit pas. Alors, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, le PAP, il faut le faire. Bien entendu qu'il faut le faire. Mais mon but, c'était vraiment de les entraîner vers la conception universelle des apprentissages. Parce que c'est un de mes dadas en ce moment, hein, depuis quelques temps déjà, vers lequel je me penche. Et en fait, quand on a 25, 28, plus de 30 élèves en collège et qu'on a 5, 6, 7 PAP, des PPS et tout, c'est très difficile, et on le sait, on a été enseignantes toutes les deux, c'est très difficile de mettre en place tous ces aménagements, ces adaptations, ces compensations. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce de révolution de point de vue par rapport à tous ces besoins qu'ont nos élèves, qu'ils aient ou pas d'ailleurs des troubles, hein, parce qu'il peut y avoir des besoins sans troubles, et donc de complètement changer de façon de faire la classe avec les bases de la conception universelle des apprentissages. Et en remplissant ce PAP et en montrant aux enseignants qui vont avoir la curiosité d'aller voir notre travail, on voit bien qu'on a quasiment coché toutes les cases, en fait, pour certains troubles, par exemple le TDAH, hein, on a quasiment coché toutes les cases parce qu'en fait, tout pourrait être adapté, mais c'est impossible à faire. Donc, c'est pour ça que l'idée derrière philosophique, on va dire, c'est vraiment de changer complètement de façon d'enseigner. Et on y arrive. Hein. Là, moi, je viens de prendre la mission de référent enseignant inclusion. Et là, vraiment, on nous a parlé, c'est la première fois que j'entends parler dans l'éducation nationale de la conception universelle des apprentissages, parce que c'est une façon de pouvoir vraiment avoir l'école inclusive comme on va nous le demander, comme on nous le demande déjà depuis 20 ans, mais ça va encore plus s'accélérer. Et il faut absolument, si on ne veut pas s'éreinter à faire des adaptations pour nos 5, 6 élèves de la classe, il faut complètement changer notre façon de faire la classe. Il y a Bénédicte Dubois qui a fait un super document sur la CUA, la CUA, sur la conception universelle des apprentissages. Bénédicte Dubois, qui est référente de l'Institut de formation professionnelle, donc dans le privé, sur l'île, et qui fait un travail, qui a notamment travaillé avec Jean-Philippe Lachaud sur Atoll, et qui a beaucoup de documents ressources, notamment celui-ci que je partage, que je cherchais, sur la CUA. Mais oui, effectivement, c'est une approche qui est universelle et qui permet de renverser un peu la tendance. Parce que tout à l'heure, notamment, une collègue disait en formation, comment on fait quand dans une classe, l'enseignant nous dit qu'il a 8 élèves à besoins spécifiques? Déjà, j'ai répondu que d'une part, peut-être que s'il ne s'était pas identifié qu'il y avait 8 élèves qui avaient des troubles attentionnels, ça valait le coup de revoir la pédagogie plutôt que de changer le fonctionnement de chacun des enfants. Mais effectivement, au lieu de réfléchir à l'accompagnement de chacun des besoins individuels pour chacun des élèves,
ça vaut le coup de repenser sa pédagogie de façon globale et de mettre directement dans sa préparation une approche qui va être accessible. On parle d'accessibilité. C'est ça. 2025, c'est l'année de l'accessibilité qui rend obligatoire l'accessibilité pour toutes les entreprises et tous les organismes de formation. L'école devrait en faire partie également. Et du coup, Aurélie, je t'avais volé la parole. Donc, tu disais que vous aviez pris une soirée pour venir lister tout ça. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est exactement ce qu'a dit Sylvie. En fait, on a listé pour finalement pouvoir argumenter sur le fait que c'est juste pas possible, quoi. Tout serait utilisable. Donc voilà. Je vois qu'il y a une question de Christine. Est-ce que le MOPS est inclus dans le LPI? Je vois que Sylvie, tu as déjà répondu. Oui, le MOPS est dans le LPI. Est-ce que dans le LPI, les bilans et comptes rendus de prise en charge, neuropsy, orthophonie, etc., sont en accès libre pour tout le monde, parents, enseignants? Vous voulez expliquer un petit peu à qui il appartient, jusqu'aux 15 ans et quelques, etc., du LPI? Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure. Qui a accès au LPI? À qui il appartient? Qui protège les données? Qui les gère? Le RGPD, c'est très cadré, hein, donc lorsqu'ils ont conçu, l'éducation nationale ont conçu cette application, elles répondent au cadre du RGPD, hein, donc voilà. Après, qui a accès? Les parents, évidemment, l'enseignant, le directeur de l'école qui a accès à tous les LPI de son école, l'inspecteur de la circonscription. Bientôt, il y aura donc évidemment la MDPH si l'enfant fait partie à une reconnaissance. Et bientôt, il y aura les enseignants spécialisés qui auront accès aussi au LPI. Voilà. Mais les bilans, non, parce que les bilans, les parents ne sont pas obligés de les communiquer, hein. Parfois, ils nous communiquent juste la conclusion. Ça dépend, mais ça aussi, ça va évoluer, hein, puisque même le médico-social, grâce au PASS, rentre dans les écoles maintenant, hein, donc les fameux pôles d'appui à la scolarité dont on parle dans le livre également. Il y a des 4 départements qui travaillent avec ces PASS, et donc le médico-social rentre de plus en plus dans les écoles, et donc forcément, il va y avoir une meilleure communication entre les paramédicaux et les enseignants, et je pense que les parents auront moins de réticence à partager les bilans de leur enfant, non pas c'est pas vraiment pour savoir quel trouble il a, peu importe, puisqu'on travaille sur les besoins, hein, mais parfois, il y a le travail, c'est ce qu'on explique vraiment dans le chapitre 1, hein, qui est vraiment la substantifique moelle de mon DIU sur les TND, l'approche globale de l'enfant, parce qu'on sait très bien, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, Anthony, que c'est un continuum, hein, les TND, et qu'il y a vraiment un support au niveau neurologique qui est commun à tous les TND. Donc, il faut arrêter de compartimenter tous les troubles, parce que bien souvent, ça a amené beaucoup d'errance par rapport, par exemple, à un enfant qui est suivi pendant des années par l'orthophoniste et qui n'a pas forcément des progrès. Et puis, on va s'apercevoir, moi j'en ai vu plein au CERTA, c'est quand j'ai fait mon stage au CERTA de Nice cet été, on va s'apercevoir qu'en fait, il y avait un TDAH aussi qui était derrière, qu'il aurait peut-être fallu d'abord s'occuper d'aider cet enfant, d'accompagner cet élève avec son TDAH pour qu'après le travail de l'orthophoniste puisse être plus efficace. Voilà, donc voilà, je me suis perdue dans mes idées, en fait, je ne sais plus ce que je faisais. Oui, c'était parfait. C'était très clair. Moi, j'aimerais qu'on ait une discussion, on l'aura en off, mais ça m'intéresse beaucoup ton point de vue, Sylvie, quand même. C'est la question de la période. En fait, tu sais, aujourd'hui, je fais autant de formations dans les ESMS que dans le milieu de l'éducation nationale. Et j'ai quand même un réel questionnement sur la pérennité du modèle des PASS, notamment du point de vue économique. Parce qu'il y a quand même des très grandes questions qui se posent, et je suis très curieux d'avoir ton avis par rapport à ça, parce qu'on est sur un modèle hybride de financement et sur des modèles qui sont un petit peu expérimentaux aujourd'hui sur ce type de choses. Et donc, voilà, je serais hyper intéressé d'en parler, parce que ça me génère plein de questions, plein d'interrogations. Avant de lancer sur des formations de grandes cohortes, j'aimerais m'assurer que ça puisse être vraiment un modèle pérenne. Donc, si on pourra en échanger à l'occasion, ça m'intéresse beaucoup ton point de vue dessus. D'accord. Il y avait une question tout à l'heure de Christelle aussi qui demandait si le bilan d'orthopédagogie, donc que vous faites en pratique en cabinet, était reconnu par la MDPH en fait. Alors, ça, je peux répondre en partie, en tout cas. Tout d'abord, les orthopédagogues, pour l'instant, on n'est pas habilité à faire des bilans
Donc, on va plus appeler ça compte rendu d'intervention orthopédagogique. C'est pas spécifiquement un bilan. Et ça dépend vraiment en fait des MDPH, parce que selon les régions, il y a des MDPH qui commencent à avoir de l'intérêt pour l'orthopédagogie. Je ne citerai pas de région, mais ça commence à bouger un peu. Et ça dépend vraiment des régions, en fait. Donc, parfois c'est valide et parfois, on nous regarde encore avec des gros yeux ronds. Par contre, généralement, en ESS, l'intérêt du compte-rendu est quand même mis en avant et la plupart des gens qui lisent les contenus orthopédagogiques sont plutôt contents des apports ou du regard qu'on peut avoir sur l'élève, en fait. C'est très clair, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que j'ai fait le tour des questions qui étaient dans les messages. Est-ce que les personnes qui sont présentes, vous pouvez allumer votre caméra, prendre la parole au micro, on n'est pas très nombreux. Est-ce que vous avez des questions à poser directement à Aurélie et Sylvie? Non, personne? Ah, Christine, non, désormais on a hâte de lire. Alors tout à fait, effectivement. Maintenant, il faut lire le livre, vous allez voir. Pas de questions. Et n'hésitez pas à aller voir le site aussi de l'Union des orthopédagogues de France, il y a plein de choses intéressantes. Et puis, vous connaîtrez peut-être un peu plus de choses sur ce que je n'ai pas pu expliquer tout à l'heure. Ah mais si, j'en profite du coup, comme il n'y a pas de questions, on fait de la pub pour les copains. Il y a Sébastien Enrard qui sort le mois prochain. Vous savez que Sébastien Enrard, il publie je sais pas comment il appelle, son journal du TDAH, son magazine, TDAH Magazine. Et la thématique du prochain, c'est TDAH et scolarité. Et donc tout à l'heure, Sylvie présentait ses différentes jambes. Il m'a invité à écrire un article. On verra s'il met l'intégralité de ce que je lui ai écrit, parce qu'il y a un nombre de caractères que j'ai explosé, qui était l'apport des sciences cognitives, enfin l'apport des neurosciences dans l'accompagnement en classe des élèves avec TDAH. Et donc forcément, dedans, il y a des appuis sur le soutien en comportement positif, l'enseignement explicite des comportements, la théorie de la charge cognitive, la conception universelle des apprentissages, etc. etc. Parce que forcément, on commence par la psychoéducation, qui ne résout pas tout, et après on déroule sur les différentes approches. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a vraiment un magazine TDAH et scolarité qui arrive, certainement pour le mois de juin ou juillet, mais donc qui arrive aussi en complément. Super. J'ai hâte de les lire. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions? On a été trop clair, Sylvie. Je pense qu'effectivement, vous avez été clair pour tout le monde. Moi, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes débordés, que vous avez des multiples projets, que vous êtes toujours dans plein de formations, que vous animez, que vous suivez, que vous êtes dans plein de choses, que vous avez enfin... Ah oui, une question du coup, moi j'en ai une. Combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre? Parce qu'on pourrait croire que c'est très rapide. Hop, aujourd'hui on a ChatGPT, on pose des questions. Combien? 15 mois. 15 mois, ok. Donc c'est un gros bébé. Ouais. Alors, pour le coup, on n'a pas trop utilisé ChatGPT. Non, le je livre. veux dire, on pourrait croire que c'est rapide d'écrire un livre, que c'est. Mais non, 15 mois. C'est un travail titanesque. On a utilisé l'intelligence artificielle pour faire les visuels qui ne sont pas dans le livre. Ah, Voilà. tout à fait. Ah, il y a une question ici. Où se former sérieusement en orthopédagogie? Excellente question. Tu veux répondre? Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire que je vais tout de suite valoriser l'école française d'orthopédagogie, EFO de Lyon, mais parce que c'est c'est de là qu'on sort, Sylvie et moi. Par contre, il y a d'autres écoles très sérieuses maintenant qui se sont créées, et notamment Manabi. Et Sylvie, peut-être tu veux compléter? Voilà, donc à l'Union des orthopédagogues de France, on a référencé des parcours qui nous paraissaient répondre en termes de quantité d'heures de formation, de
formateurs différents, hein, pour pas qu'il y ait un seul formateur, il faut qu'il y ait vraiment une multidisciplinarité des formateurs qui interviennent, un suivi en fait du travail qu'on va faire avec nos élèves, qui est vraiment un suivi de la part d'autres orthopédagogues qui puissent comment dire, nous parrainer, nous aider à voir si on est vraiment dans la bonne direction. Et donc là, il y a 3 écoles qui répondent à cela. EFO, Déclic et Manabi, qui sont donc les écoles partenaires de l'Union des orthopédagogues de France. Voilà. Avec chacune pas forcément exactement les mêmes choses, hein. Il y a par exemple notamment Déclic, qui a plus une valence de gestion mentale. On l'a aussi à EFO, mais Déclic l'a beaucoup, comment dire, Développé. Développé. Merci Aurélie. Moi, je vais me permettre de compléter parce que j'ai pas de pied dans l'orthopédagogie. On a eu cette discussion tout à l'heure un petit peu avec Aurélie. J'ai fait le choix conscient de ne pas aller me former en orthopédagogie. Parce que déjà, quand j'ai démissionné, il n'y avait pas forcément de formation vers lesquelles me diriger. Et j'aurais tendance à répondre que peut-être, si vous avez un petit peu de temps de temporiser, attendre de savoir laquelle des 3 écoles pourra déposer le titre d'orthopédagogue au registre national des compétences professionnelles. Parce que celle qui aura déposé le dossier et qui gagnera au RNCP, elle vous donnera un titre officiel pour être reconnu orthopédagogue, et les autres deviendront praticiens d'orthopédagogie pendant un petit temps, le temps de faire valoir le titre au RNCP également. Donc si vous n'êtes pas pressé, attendre de voir qui est RNCP parmi les 3, mais ça ne saurait tarder vu l'énergie qu'elles mettent dans la reconnaissance du métier, j'ai envie de dire, toutes les 3. J'ai été heureuse d'entendre Madame Bénichou parler de gestion mentale, effectivement. C'est vrai que c'est rigolo parce que dans l'orthopédagogie, on continue, du coup, on nous donne du charbon, on continue. On parle encore beaucoup de gestion mentale. C'est vrai qu'on on a plutôt tendance aujourd'hui à parler de métacognition, alors que dans vos 3 écoles, non, un peu moins chez Manabi, alors que, parce qu'ils sont plutôt rattachés à plus autorégulation, on est plus sur la question des apprentissages autorégulés, de la métacognition chez Manabi, et plus de la gestion mentale chez EFO et Déclic. Et c'est vrai qu'il y a encore une forte présence de la gestion mentale dans votre formation, tu en parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait, ouais, avec les gestes, la pédagogie des gestes mentaux, hein, qui vient d'Antoine de la Garandrie. Et comme je disais, pourquoi, quand on va décortiquer un geste physique, pourquoi on ne décortiquerait pas un geste cognitif, hein? Parce que quand on apprend ou quand on réfléchit, il y a quelque chose qui se passe. Et on peut très bien le décortiquer avec les personnes avec qui on essaye de les aider à avoir des meilleurs processus cognitifs. Mais ça se rapproche beaucoup de la métacognition, hein, au final. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on retrouve dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, la Garandrie, un précurseur dans un modèle francophone de ce qu'on retrouve un peu plus tard chez Flavel ou Zimmermann, en fait, qui, eux, sont plutôt une entrée métacognitive et de l'apprentissage autorégulé. Et quand on compare les deux, c'est incroyable d'avoir été aussi précurseur, on va dire, de façon intuitive. Et tout à fait. Après, il y a un grand parallèle. Il y a eu un centre de formation à Nice pendant longtemps, mais la majorité des apprenants n'étaient pas toujours des enseignants. Oui. Il y a d'autres écoles d'orthopédagogie, il y a d'autres centres de formation. N'hésitez pas à aller voir, et qui sont indexés sur les moteurs de recherche. Il n'y a pas que les 3 écoles qui sont présentes à UOF. Et moi, je fais un petit peu de pub pour une collègue, c'est pas de la pub. J'ai une collègue qui est présidente d'une association, donc de fédération de maîtresses E, donc qui est enseignante spécialisée dans l'éducation nationale, et la FNAM, donc la Fédération nationale de l'association des maîtresses E, organise chaque année un colloque. Elle est dans l'association nationale, et cette année, le colloque de la FNAM, va faire venir des grands noms que vous connaissez, et il a lieu à Roubaix, il a lieu chez moi. Et donc le colloque de la FNAC en 2025, les inscriptions sont ouvertes, et il n'y a que du beau monde. Donc j'aurais aimé vous montrer le programme. Si je ne l'ai pas, je demanderai à Eugénie Carbon qui me le donnera, et je le mettrai dans... Voilà. Vous avez un programme qui est assez incroyable, et j'aimerais vous le proposer. Avec Arnaud Roy, si je ne dis pas de bêtises, avec Grégoire Borst, avec... je ne sais plus si Rémi Samy et Sylvie Jacques ont répondu présent, enfin vraiment avec du beau monde autour la thématique, le développement des fonctions exécutives cette année, et le soutien au développement des fonctions exécutives de la théorie à la pratique. Et donc un programme... Sylvie. Vas-y. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Je vais dire. Du coup, moi, je voulais aussi vous parler du colloque des orthopédagogues, puisqu'on est en train de le finaliser là. Donc, vous êtes les bienvenus à Lyon le 24 et 25 octobre prochain.
C'est le 4e colloque national des orthopédagogues, mais qui ne rassemble pas que les orthopédagogues. Tout le monde est le bienvenu, donc vous pouvez aller vous inscrire, et soit pour une journée, soit pour 2 journées, soit les 2 jours. Et il y a aussi du beau monde qui sera là pour parler des troubles neurodéveloppementaux, puisque le thème cette année, c'est justement le rôle de l'orthopédagogue dans l'accompagnement des troubles neurodéveloppementaux. Et on aura aussi notre ami Grégoire Borst. Il est partout, de toute façon. Ouais. Je ne sais pas comment il fait, il est partout. Bon, je ne vais pas retenir tout le monde plus longtemps. On a dépassé, je pense, un petit peu l'heure qui était estimée de 21h, sauf s'il y a des questions ou des commentaires. Moi, je vous remercie vraiment énormément pour, déjà d'une part pour le livre, parce que c'est une petite Bible qui va faire sa place dans les formations et dans les classes, je l'espère vraiment, mais surtout pour votre présence ce soir et pour l'énergie que vous investissez et que vous communiquez. Vous communiquez une énergie qui est hyper positive. Ce matin, j'ai eu une question sur LinkedIn, une question que j'ai trouvée très juste et que j'ai beaucoup aimée. Comment vous faites pour garder le cap face à toutes les difficultés qu'on rencontre dans les troubles du neurodéveloppement? Et avoir des personnes comme vous dans son réseau professionnel, ça aide vraiment à garder le cap parce que voilà, vous rayonnez, vous partagez une énergie qui est incroyable. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ce travail que vous faites et surtout, merci beaucoup de continuer à le faire en intra dans l'éducation nationale parce que je pense qu'il y en a vraiment besoin pour le coup et que vous faites le taf à votre niveau avec beaucoup, beaucoup de succès. En tout cas, beaucoup d'implication et de réussite. Merci à toi de nous avoir invités, Anthony. Oui. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. La prochaine fois, on le fait autour d'un apéro en vrai. Avec, carrément. Sur une plage, etc. Ce sera encore mieux. Oh, tu vends du rêve, là. Pour votre livre numéro 2. Voilà. Vous n'avez plus qu'à. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup aux participants, merci aux personnes qui regarderont en replay. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Aurélie, Sylvie ou moi, ou même l'association Typique Atypique qui est représentée ce soir. N'hésitez pas à venir à nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook. Je sais que vous êtes très actifs sur Facebook, notamment Typique Atypique. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une source de formation et de veille pédagogique précieuse. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.